Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Arak est un projet de voyage. Ensemble, nous allons écrire des pages sur les moments de ce voyage. Des pages qui feront partie des chapitres, et ces chapitres constitueront un livre. Un livre qui sera écrit sur les vies de diaspora pakistanaise en France. Le but est de réunir des histoires, des expériences, des moments joyeux, mais aussi des moments plus durs, des anciens, mais aussi des plus jeunes, sur leur vie franco-pakistanaise. Suivez l'histoire, comme jadis nos ancêtres ont perpétué une tradition de dire et écouter, réunis dans un mehfil par un conteur. Je m'appelle Varq, j'ai 28 ans, je suis musulmane, une ingénieure de profession, pakistanaise d'origine, française dans mon présent. Je vous propose un voyage initiatique dans les vies de la diaspora pakistanaise en France, qui m'intéresse en tant qu'une enfant d'immigration. Après avoir vécu au Pakistan mes plus belles années d'enfance, c'est en France que je poursuis mes rêves d'enfant. Je suis donc la symbiose de ces deux cultures qui se réjouit infiniment de ses richesses, mais à qui il arrive parfois de se questionner sur son identité. Or, pour trouver les réponses, il faut rejoindre une caravane, collecter des histoires que le conteur va nous raconter durant les nuits étoilées d'escale, afin de pouvoir s'épanouir dans la multiplicité de mes identités, de vos identités et de nos identités. Dans un précédent podcast, nous avons abordé pourquoi les Pakistanais choisissaient de quitter leur pays, pour quelles raisons ils ont pu choisir de venir en France et quelles étaient les difficultés psychologiques et matérielles auxquelles ils étaient confrontés lors de leur intégration. Continuant sur le thème d'identité, dans ce nouveau podcast, on se propose d'explorer celle de la deuxième génération des immigrants pakistanais. Quelle image ils ont d'eux-mêmes? Quelle langue parlent-ils? Comment s'habillent-ils? Quel est leur rapport avec la religion? Telles sont les questions qu'on va aborder. Sans plus tarder, on va essayer de savoir comment les enfants d'immigrés pakistanais s'identifient. Dans la revue Hommes et Migration, j'ai trouvé un dossier publié en 2007 intitulé Que disent les jeunes Pakistanais de l'intégration par l'anthropologue Rumi Hanif. 5 jeunes gens témoignent et résument assez bien ce que je ressens. En 2007, Ali, un franco-pakistanais, témoigne. À vrai dire, personne ne sait où est vraiment le Pakistan. Quand on dit que c'est à côté de l'Inde, ça va. Quand on dit que c'est à côté de l'Iran, c'est un peu moins bien. À peine quelques années plus tard, quand je me présenterai à mon tour, les gens ne sauront toujours pas où se trouve le Pakistan, mais on l'associera tout de suite aux terroristes, aux talibans. Pour mes camarades, je serai Malala ou Raj de The Big Bang Theory. Après l'attaque des États-Unis sous le gouvernement de Barack Obama pour tuer Osama Bin Laden, mes collègues m'appelleront terroriste en rigolant. On me reniera même mon droit de m'identifier comme asiatique, car je n'ai pas les yeux bridés et je suis un peu trop moite de peau. Beaucoup me qualifieront d'hindou. J'entendrai des namastés par-ci par-là. Une de mes batailles sera de leur expliquer qu'hindouisme est une religion et être hindou n'est pas une nationalité. Je ne comprendrai pas non plus l'engouement autour de l'Inde. Pourquoi la France inclut-elle dans son programme un film sur Gandhi alors que Jinnah disparaît complètement de l'équation? Pourquoi sur les campus universitaires les bâtiments seront nommés Gandhi, Nelson Mandela, mais jamais un seul prendra le nom de Jinnah? Est-ce que Jinnah était moins valeureux? Il a libéré un peuple entier du joug du colonialisme britannique. Un effort tout aussi honorable que celui de Martin Luther King ou de Rosa Parks. Alors pourquoi l'histoire tait son nom? Ce pourquoi résonnera dans ma tête tout au long de ma vie. Je me refuserai à penser que c'est l'islamophobie car les musulmans étaient avant tout des humains. Ou bien le principe de laïcité a, depuis bien longtemps, dévoré l'humanisme de la France. Trouver ma place sera toujours difficile. Le dossier dans Hommes et Migration suggère à juste titre. Pour les jeunes, les obstacles sont doubles.
D'un côté, ils doivent affronter la rigidité de la société française, de l'autre, celle de leurs parents. Shabnam, diplômée d'un master, témoigne. C'est triste parce que ni la France nous accepte tels que nous sommes, ni vraiment nos parents. On ne sait plus à qui faire plaisir. L'effort nous est toujours demandé à nous. Elle se sent tiraillée de passer pour une faible devant ses amis et de blesser les parents qui ont enduré tant de choses pour elle. On se sent aussi d'ailleurs tiraillé entre toutes les langues qu'on parle. Les élèves pakistanais sont en général forts en anglais parce que l'anglais est la langue officielle du Pakistan. Le Pakistan a, de plus, l'ourdou comme la langue nationale et 4 langues provençales. Le sindhi dans la province de Sindh, le balochi dans le Baloutchistan, le punjabi au Punjab et pashto au Khyber Pakhtunkhwa. En plus d'ourdou, d'anglais, de la langue provençale, le pakistanais moyen apprend aussi à lire le Coran en arabe. Selon une étude réalisée en 2004 par 2 psychologues, Hélène Bialystok et Michel Martinry, les bilingues sont plus aptes à résoudre des puzzles ou des exercices mentaux. Dans un interview recueilli par French Morning en 2013, Hélène souligne que le bilinguisme rend les personnes plus créatives, ouvertes et flexibles d'esprit et beaucoup moins exposées à l'Alzheimer. Mais moi, qui me suis toujours sentie en difficulté, je trouve du réconfort quand Hélène affirme: les bilingues mettent plus de temps pour choisir leurs mots. Ils ont aussi moins de vocabulaire. Lorsqu'on demande à un bilingue de nommer, par exemple, tous les fruits qui lui viennent à l'esprit, il va mettre plus de temps et générer moins de mots qu'un monolingue. On constate aussi que sur les tests standardisés de vocabulaire, les enfants bilingues obtiennent de moins bons scores. Ainsi, j'offusquerai mon prof de français un bon nombre de fois où je trouverai les bonnes réponses à ces questions, mais en anglais. Je ne me rendrai pas non plus compte quand est-ce que je commence à switcher de français en anglais, d'anglais en ourdou. Je suppose maintenant que c'est lié à mon manque de vocabulaire que je trouve incomplet, cloisonné par domaine d'utilisation. Le vocabulaire en ourdou est surtout lié à la famille et à la maison. Le vocabulaire en français couvre les domaines d'études et de travail. Le vocabulaire en anglais couvre le domaine du lien sociable et finalement le vocabulaire en arabe est utilisé pour décrire ma spiritualité. Alimentant mon vocabulaire par des lectures, je serais qualifiée de quelqu'un qui parle comme des livres. J'aurais le sentiment d'être Jack of all, Master of none, celle qui comprend un peu tout, mais ne maîtrise rien. Dans le podcast précédent, je vous parlais des traumatismes causés par l'immigration. Malgré le fait qu'être multilingue est souvent perçu comme bénéfique, cela apporte son lot de conséquences. Par exemple, Noam Chiber, éditeur dans la revue The New Republic, raconte dans un article publié en 2014 qu'il a parlé pendant 3 ans en hébreu à sa fille pour lui transmettre cette langue, mais qu'il s'est rendu compte qu'il était plus austère en hébreu qu'en anglais. Je suis drôle en anglais, mais pas trop en hébreu. En anglais, je suis d'une nature patiente et sobre. Mon style en hébreu était intimidant et persécuteur. Une autre étude menée par Suzanne Ervin, datant de 1968, sur des femmes bilingues japonaises vivant à San Francisco, appuie ce résultat de changement de personnalité en changeant de langue. Elle a demandé à ces femmes de compléter des phrases en anglais et en japonais. Je vais vous citer un exemple. La phrase à compléter est: je deviendrai probablement. La réponse en japonais est femme de foyer et la réponse en anglais est professeur. Ainsi, au fil des langues que je parle, je me sentirai un peu comme Jekyll et Hyde, ou comme dans le drama coréen Hilmi Kilmi. On peut retourner donc à la première question: qui suis-je? Une des composantes de la réponse est d'aborder la question de la religion. Ces jeunes affirment qu'il leur faut taire aux Français leur religion et leurs traditions ou de ne leur en parler que de manière vague et rapide pour ne pas susciter des réactions de fuite.
Je suis plus pratiquante que tout ce que je rencontrerai durant ma scolarité. Peu à peu, les Maghrébins se sont éloignés de cette pratique assidue. Je lis le Coran et fais mes prières, car j'ai déjà appris cela au Pakistan. Plus haut, je vous ai parlé d'une de mes batailles. Ma deuxième bataille sera d'expliquer qu'on ne fait pas le ramadan. De la même manière qu'on ne fait pas décembre ou janvier ou février en jeûne. Je ne comprendrai pas non plus pourquoi on tient tant à déformer le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va devenir Mahomet. Le Coran va devenir le Coran. On importe bien des mots d'autres langues en français pour être au plus près du sentiment dans la langue originale. Il était arabe et les musulmans l'appellent par son prénom arabe, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est par des petites tournures qu'on met de la distance entre l'authentique et la version revisitée et qu'on arrive à des grands amalgames. La religion nous manquera, nos réunions pour finir le Coran, la diffusion des appels aux prières. Il arrivera que j'ai des contrôles le jour de l'Aïd, la fête religieuse musulmane. Et je n'aurai pas ou peu d'étrennes, c'est l'argent qu'on reçoit des proches le jour de l'Aïd. Tous nos fêtes ne seront qu'un pâle reflet de ce que nous avons pu vivre dans la folie d'enfance au Pakistan. Je fêterai par contre Pâques, la Toussaint et Noël, car je suis obligée d'être en vacances. Les vacances, c'est un autre sujet important. Je n'ai jamais compris l'engouement autour des vacances. Pour moi, elles étaient ennuyeuses. J'attendais la rentrée avec impatience. Shakila, 25 ans, témoigne. Au travail, mes collègues parlent de vacances, de ski, de la mer. Je vois constamment qu'il y a une différence entre moi et eux. Rares sont les Pakistanais qui vont en vacances pour le plaisir de voir de nouveaux horizons. Yasmine, dans son témoignage, dit quelque chose d'intéressant. L'intégration, c'est réussir à vivre entre les deux cultures. Vivre dans un pays sans oublier ses origines, sans être un mal dans sa peau. Mais comme je disais plus haut, ni les Français ne nous reconnaîtront comme les Français, et ni les Pakistanais comme les leurs. On subit une sorte de syndrome Bambi. On est en fait dans une culture, la nôtre. Elle est à part. On mûrit donc plus vite et on fait preuve d'un sérieux. Pourquoi tant de sérieux? Les enfants pakistanais, en tout cas les filles pakistanaises, sont sérieuses à l'école. Certaines filles travaillent bien, notamment pour échapper au mariage précoce. Selon une étude de Kate Gavron en 1996 sur la communauté bangladeshi au Hamlet Towers, met en relief l'inégalité des genres. Les filles négocient avec leurs parents le droit de rester à l'école. La plupart d'entre elles savent bien que c'est une des raisons pour lesquelles les filles ont des meilleurs résultats scolaires que les garçons. Elles doivent travailler dur pour avoir le droit de continuer leurs études. Tandis que l'éducation des garçons est plus laxiste. Si on pouvait faire un sondage aujourd'hui sur les métiers des filles d'immigrés, elles dépasseraient à coup sûr les garçons. À défaut d'études sur les métiers, une étude de Yael Brandbaum intitulée Trajectoire scolaire des enfants immigrés jusqu'au baccalauréat indique que l'avantage scolaire des filles a été démontré dans plusieurs pays et pour la plupart des origines, avec quelques exceptions. L'étude montre que les filles d'immigrés font beaucoup mieux que les garçons et avec un taux de réussite de 92% contre 88%. Cet écart est minime entre les descendants asiatiques, car si l'étude différencie les descendants turcs, portugais, maghrébins, le reste est distribué dans des catégories géographiques très macro, l'Afrique subsaharienne et l'Asie. L'Asie contient les descendants de 53 pays, en excluant la Turquie.
mettant dans le même panier les Sud-Coréens, les Japonais et les Pakistanais qui n'ont pas du tout les mêmes clivages entre les genres. Selon une réflexion menée par Laure Mougeiro et Emmanuel Santelli, les sorties de filles étant plus surveillées, voire interdites, ces dernières passent plus de temps à la maison et sont plus inclines à le consacrer à leurs devoirs scolaires. Il y a certainement une volonté de la part des parents de rester synchronisés avec les coutumes de leur pays d'origine et de ne pas accorder plus de liberté à leurs enfants. Ils ont du mal à jauger le seuil juste et sans doute, par peur de ne pas en faire assez, ils deviennent plus stricts que nécessaire. Tandis que la société dans le pays d'origine change comme un ensemble sans le regard d'autrui. Les regards sont tournés vers l'Occident. Je mettrai toute mon énergie dans les études, car on ne peut pas se permettre de faire autre chose. On partira rarement en vacances, ce qui est déjà une chance, mais face à mes camarades qui vont en vacances, toutes les vacances scolaires, ce ne sera pas suffisant. J'étais en paix avec ma vie. La France m'a donné des complexes à force des comparaisons. Le sérieux vient d'une part du poids des sacrifices de la première génération et d'autre part de la pression de l'intégration. L'éducation est gratuite en France et c'est un gros point positif dans la balance. Il faudra du coup que je sois digne de cette chance. Sans doute c'était inconscient, mais je n'ai pas aspiré à devenir sérieuse. Il n'y a pas si longtemps, j'étais une adolescente normale qui s'amusait dans son école et prenait même des baffes en faisant des bêtises. Mais tout ce poids de changement, tous ces sacrifices de la génération d'avant, ont instilé en moi un sérieux que je ne saurais expliquer ni assumer. Je vivrai ma scolarité dans ma case à part, en faisant de mon mieux pour m'intégrer, pour concilier, tout en rêvant d'un monde où j'aurais un peu moins à lutter. Un monde où je pourrais m'habiller sans attirer des regards et encore moins des remarques. La plupart des habits pakistanais respectent le code vestimentaire prescrit par l'islam. Les hommes et les femmes sont tenus d'avoir des habits pudiques et en plus de ça des comportements pudiques. L'ensemble s'appelle shalwar kameez, un sarouel très confortable et une tunique qui descend en moyenne jusqu'aux genoux pour les hommes et les femmes qui ont un foulard en plus de la même couleur. Ce qui se passe en général, c'est que même au Pakistan, les hommes s'habillent à l'occidental la plupart du temps. Vous verrez peu d'uniformes où les hommes ou écoliers sont en shalwar kameez, mais les femmes portent plus souvent les habits traditionnels. Bon gré, mal gré, ce sera un autre sujet de discussion. Ces deux pièces sont en général taillées dans le même tissu. Pendant mon temps au Pakistan, on pouvait complètement maîtriser le cycle de fabrication de nos habits. On achetait le tissu qui nous plaisait, ma mère pensait à un design, on achetait les accessoires, le fil de la même couleur, les boutons, la dentelle, les strass, les miroirs ou autres. Ensuite, il y a deux options, soit on donne à des tailleurs, soit on les coud soi-même. En Europe, avoir un tailleur, c'est un grand luxe. Mais il faut savoir qu'au Pakistan, c'est le cours normal des choses. Enfin, c'était le cas avant que je ne vienne m'installer en France, en tout cas. Dans la maison que j'habitais au Pakistan, on vivait au-dessus d'un magasin des tailleurs. Pendant le mois de Ramadan, les tailleurs font le plus gros chiffre d'affaires de l'année. Le magasin tournait 24 heures sur 24. Le personnel était renforcé et on entendait les experts et les apprentis s'affairer sur les machines toute la nuit durant. C'est ce qui est vibrant au Pakistan. C'est l'existence de tous ces métiers tels que le vendeur de tissus, vendeur de fils, vendeur de boutons, le tailleur, le fournisseur de chai, qui ne sont ni grands ni petits, mais juste à la hauteur d'homme pour subvenir à ses besoins. Les Franco-Pakistanais, eux, sont déconnectés de l'industrie de la mode pakistanaise. D'une part, parce que les boutiques spécialisées sont plus rares en France
et d'autre part parce que dans les rares boutiques à Paris, le choix est limité et les prix élevés. Même s'ils s'habillent d'une certaine manière perçue comme pakistanaise en France, ce n'est pas l'avis de leurs confrères dans le pays d'origine. Une femme dans sa cinquantaine témoigne dans l'article d'Homme et Migration qu'elle ressent cette différence au niveau des habits quand elle rentre au Pakistan. Les tendances changent et les Pakistanais d'outre-mer ont l'air de paysans dans leur propre pays. Je me prendrai énormément de remarques car je porte un camis avec un jean et j'ai toujours mon foulard dans mon cou. Mais les garçons changent de mode vestimentaire en un clin d'œil. C'est comme si toute la responsabilité de pudeur et de perpétuer la tradition revenait sur les épaules de la genre féminine. J'ai vu quelques spécimens de la genre masculine qui prêchent le respect des traditions aux femmes de leur famille, et ensuite, dans la rue, on les voit marcher dans des habits occidentaux 5 mètres devant le groupe des femmes pour ne pas y paraître associés. Ça, c'est des complexes intercommunautaires. Mais j'aurai beaucoup de remarques extérieures aussi. À force, je m'en promènerai avec une carapace insensible aux moqueries. J'aimerais qu'on me laisse tranquille. Si un jour j'ai envie de porter le foulard, que je le puisse. Si j'ai envie de m'habiller en t-shirt pantalon ou en cheval camis, cela ne regarde que moi. Les descendants d'immigrés peuvent changer sur les aspects vestimentaires, ils peuvent s'intégrer en termes d'emploi, ils peuvent parler la langue du pays d'accueil sans accent, mais leurs restaurants resteront pakistanais. Et ce parce que leur mère cuisine exclusivement pakistanais. En grandissant, ils essayent de faire des pâtes, des pizzas, des quiches, des tartes, mais rien ne peut détrôner les mangues pakistanaises, un bon biryani avec du raita et des samosés. Lorsqu'un Pakistanais rentre au Pakistan, les Pakistanais locaux voudront manger les pâtes, pizzas ou des plats chinois, alors que le Pakistanais d'outre-mer crèvera d'envie d'un bon biryani épicé. En tout cas, cette expérience, je l'ai vécue first-hand. Les Pakistanais d'outre-mer, peut-on dire dans une certaine mesure, sont plus pakistanais que les locaux. La cantine, que ce soit du boulot ou de mon école, m'a toujours paru fade. J'y allais que pour les desserts. Si j'avais pu bien manger pendant mes études, j'aurais mieux poussé. J'avais recours au chaat masala, mes épices passe-partout que je transportais dans ma poche quand mon baromètre de faditude menaçait d'exploser. Selon mon expérience et des gens autour de moi, les cantines sont très peu pensées pour les régimes halal et végétariens. On finit par manger tous les jours des pâtes avec des légumes vapeur, avec de la mayonnaise quand on ne mange pas les frites avec du ketchup. Pour faire simple, on mange beaucoup de riz et de roti, qui sont une version simplifiée de naan que tout le monde connaît. On cuisine un salan, qui peut être de la viande, les légumes ou avec des épices, et on mange ça avec des rotis. Les rotis, ça se mange avec des doigts, et le riz au choix. Une de mes batailles sera de vous expliquer que je n'ai jamais entendu parler du curry au Pakistan. La seule chose qui s'en rapproche, c'est le curry patta, la feuille de laurier qu'on met dans nos salades. Salan est un mot générique pour un plat d'accompagnement. Les Anglais le nomment aussi des fois curry. Mais de là à nommer une épice curry, je continue mes recherches, un jour peut-être j'aurai la réponse. Bref, venons-en à un aspect plus abstrait de la personnalité des Franco-Pakistanais. Les Pakistanais d'outre-mer adorent le Pakistan, oui, mais la seconde génération, et plus particulièrement les filles, ont plus du mal avec les Pakistanais. D'autant plus que si elles sont confrontées à des Pakistanais de leur âge, mais faisant partie de la première génération d'immigrés.
Ces personnes les dévisagent dans les rues, trains et métros. C'est une des raisons pour laquelle dans les quartiers dédiés au commerce ethnique, comme la gare du Nord et l'Est, on voit très peu de filles. La deuxième génération des Pakistanais a développé une peur des autres Pakistanais, ayant entendu trop d'histoires d'entourloupe. Selon les Pakistanais de France, il y aurait trop de Pakistanais en Angleterre. Habitués à vivre en petite communauté en France, se trouver en grand nombre les effraie. Il y a là une contradiction assez surprenante. La manière de vivre loin des regards pakistanais leur permettrait de se sentir plus libres, sans être jugés au quotidien par leur propre communauté. Ce jugement est très présent dans la société pakistanaise à travers "log kya kahenge", qui traduit le fameux "qu'en dira-t-on". Ce "qu'en dira-t-on" limite les gens à faire ce dont ils ont vraiment envie et développe une frustration. Vivre loin des regards, c'est de s'affranchir des comparaisons intracommunautaires. J'aimerais conclure sur une histoire que j'ai lue dans une revue pour enfants au Pakistan et qui est restée avec moi pour des raisons évidentes. C'est le parcours d'une chauve-souris qui vivait dans une forêt en harmonie avec tous les autres animaux. Un jour cependant, une dispute a éclaté entre les mammifères et les oiseaux. Et aucun des deux camps ne voulut accepter la chauve-souris dans son camp. Ailée, elle était un oiseau, donnant naissance à ses petits suite à une gestation. Elle était un mammifère. Elle se trouva ainsi seule dans son camp, à part, abandonnée par tous les autres animaux. L'enfant d'immigré aura plus de points communs avec les autres citoyens de son pays d'accueil, mais les moments où il se sent comme une chauve-souris sont aussi nombreux. Il s'habille différemment, il parle différemment, il mange différemment. Mais il rêve comme tous les autres enfants et sert de pont entre son pays d'accueil et son pays d'origine. J'espère vous avoir apporté quelques éléments de réflexion sur cette question d'identité qui reste beaucoup plus vaste et complexe à traiter en 4 podcasts. J'ai fait un timide effort de commencer à la mettre en mots. Évidemment, ça ne peut pas couvrir tous les aspects ni parler à tous. C'est pour ça que le projet Oracle est pensé comme une plateforme collaborative. Quelles sont vos histoires? Où est-ce qu'on se connecte? Et où est-ce que je vous perds? Quelles sont les pages que vous avez envie de partager? Pour le moins que je puisse dire, j'ai hâte de vous lire. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Il est l'heure de se mettre en route, en attendant la prochaine escale pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.